Je suis marié, j'ai un emprunt pour un appartement, donc c'est risqué. Mais donc faut vraiment avoir la foi. Et puis moi, ce qui m'animait à l'époque, c'était est-ce que je suis capable, moi, avec des associés, de créer une boîte à partir de rien. On enlève 1 million et c'est ça qui nous permet de démarrer. Et là, c'est allé très 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 vite à partir de là. Parce qu'il y avait le marché et on est arrivé au bon moment. Il y a le côté deuil, donc ça moi je l'ai vécu en tant que fondateur, c'est passer la main et de faire très très attention, de surtout ne pas reprendre un petit fil ou deux parce que ça ruine tout le dispositif, quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Bentolila, qui est le cofondateur et avec cette casquette de CTO, directeur technique de la société Talentsoft, qui est un éditeur de logiciels connu dans le monde des ressources humaines, du recrutement et de la gestion des ressources humaines de manière 360. Joël, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, bonjour Pierre, merci à toi. C'est avec plaisir. Ce que je te propose, parce qu'en fait, je crois que ça fait 15 Talentsoft, c'est 15 ans. Exactement. Oui. Ça fait 15 ans que beaucoup de monde te parle de Talentsoft. Ce que je te propose, c'est peut-être d'avant d'en parler, parce qu'on en parlera, de revenir sur l'avant Talentsoft et quelques étapes peut-être fondatrices de ton parcours qui ont amené à cette belle aventure. Oui, alors ce qu'il faut dire, moi je suis un entrepreneur tardif, puisque on a démarré Talentsoft, moi j'avais plus de 40 ans, donc en fait j'avais un peu d'expérience avant, mais l'impression que j'en ai eue a posteriori, c'est que j'ai fait beaucoup de choses qui sont venues compléter finalement ce dont j'avais besoin pour me lancer. Moi, j'ai démarré, en fait, je suis ingénieur à l'origine. Donc, j'étais à l'école des mines, à Paris. J'ai vite complété avec un parcours aux États-Unis, puisque je suis allé faire 1 an de recherche dans une fac américaine. Et déjà à l'époque, ça s'appelait de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme quoi, il y a des choses qui durent. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec les technologies d'aujourd'hui, évidemment, mais il y avait déjà cette volonté de mimer ou de reproduire des raisonnements et de l'expertise humaine. Ça ressemblait à quoi, l'intelligence artificielle à cette époque ? Ça s'appelait, la branche dans laquelle moi je travaillais s'appelait ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc, il fallait modéliser, en fait, des règles de raisonnement qui ensuite, quand elles s'enchaînaient, cherchaient à mimer le raisonnement d'experts dans différents domaines. Ça pouvait être le diagnostic, la conception de systèmes et ce genre de choses. Donc c'était balbutiant, faut reconnaître. D'accord. Rétrospectivement, c'était quand même un peu la préhistoire de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas la quantité de données que l'on a aujourd'hui pour calibrer des modèles à base d'algorithmes d'IA. D'accord. T'as une idée du volume de données qu'on pouvait traiter et que tu traitais à l'époque? Pour se remettre un peu dans le... J'ose pas dire parce qu'il va falloir que je dise mon âge. Mais non, c'était il y a plus de 30 ans. Donc forcément, les modèles de données et les quantités de données étaient rapportés aux machines qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire quelques mégas, c'était déjà beaucoup. Donc non. Ah, c'est fou. C'était un autre temps. C'était un autre temps, tout à fait. Ouais. Okay. Et donc, très naturellement, là, je peux dire, j'ai eu un parcours classique après mon incursion aux États-Unis, puisque j'ai travaillé dans ce qui s'appelait pas encore à l'époque des ESN, donc du service informatique au service des clients qui eux-mêmes venaient chercher de l'expertise ou de la technologie. J'ai fait ça pendant pas mal de temps, parce une bonne dizaine d'années. Là, avec un parcours classique de type développeur, chef de projet, directeur de projet. J'ai aussi eu un parcours purement business, c'est-à-dire responsable d'un centre de profit, une business unit, où je me suis frotté, au commerce, au compte d'exploitation,
la recherche de la marge, gagner sur les coûts, voilà ce genre de choses, qui était un bon complément aussi à mon parcours technique. Alors, recherche de la marge, gagner sur les coûts, c'est de la compta ou c'est du non. C'est du C'était commerce? la bonne gestion, on va dire. D'accord. Voilà. non, heureusement, j'avais un contrôleur de gestion avec moi qui m'aidait sur vraiment les aspects très spécialisés de cette partie-là. Et puis, j'ai aussi beaucoup fait d'avant-vente. Là aussi, je pense que c'est un élément complémentaire qui m'a beaucoup aidé. Où là, je me suis frotté aux éditeurs américains. Donc, j'ai travaillé par exemple pour Platinum Technology, qui a été racheté par Computer Associates. Donc, vraiment des gros éditeurs où on apprend vraiment le métier de la vente et le métier de l'avant-vente. Et puis, la quarantaine arrivant, je commençais à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser pour le reste de mon parcours. J'ai envie d'essayer des choses différentes. Et puis, je me sentais prêt aussi, avec différentes facettes comme ça. Et c'est là où, avec les rencontres que j'avais fait auparavant, et notamment avec Jean-Stéphane, qui est un des cofondateurs, qui est le CEO de Talentsoft, qui lui-même connaissait Alexandre, spécialiste du domaine RH. C'est comme ça qu'on a voulu vraiment se lancer au bon moment, avec la bonne fenêtre de tir, c'est-à-dire l'opportunité business d'un côté, l'envie chez chacun d'entre nous, et la complémentarité de nos parcours et de nos profils. Il y avait ça aussi qui a beaucoup joué. Et c'est là qu'on s'est lancé, c'était en 2007, c'est là qu'on s'est lancé à créer Talentsoft, où on voyait que il y avait besoin d'un meilleur service auprès des DRH. On voyait qu'ils étaient très mal équipés. Ils n'avaient pas du tout le même niveau de service et d'attention que pouvait avoir un directeur commercial ou un directeur financier. Le directeur RH, en gros, il avait la paye. Et il était d'ailleurs plutôt directeur du personnel que directeur RH. Mais c'était juste le moment où on commençait à sentir des pénuries, par exemple, de compétences, des pénuries de talents, la difficulté de fidéliser les collaborateurs, la difficulté à trouver les bons profils en termes de recrutement. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré Talentsoft. Juste dans la bonne fenêtre où il y avait ce besoin sur le marché de mieux connaître les collaborateurs et de mieux équiper les directions RH pour mieux travailler justement avec leurs employés et avec leurs candidats. Comment vous l'avez senti, cette fenêtre de tir, en termes de métier, de business? Si vous aviez l'un des associés était spécialiste, spécialiste RH, travaillait pour un autre éditeur de l'époque ou... Non, c'est Alexandre qui avait déjà un cabinet de conseil RH et qui sentait comment il commençait à voir vibrer en fait ce besoin sur le marché. Moi-même, j'arrivais avec des compétences de savoir-faire en termes de création de logiciels. Ouais. Et Jean-Stéphane, lui, c'est le business developer de la bande. C'est celui qui sait faire le commerce, le marketing, Et c'est comme ça qu'on a mis en commun nos envies et nos compétences et qu'on a pu démarrer. Alors on a démarré avec un seul besoin RH, qui était plutôt dans le domaine de comment mieux appréhender la notion des entretiens annuels, comment capitaliser sur toutes les données qu'on collecte à ce moment-là. Donc on était plutôt à l'époque dans l'efficience des process que dans la RH stratégique. Mais très très vite, le côté stratégique est arrivé. Puisque là, on couvrait un besoin, mais très vite, il y a eu le besoin de la formation qui est arrivé, le besoin du recrutement. En fait, toute une série de cas d'usage RH qui venaient compléter finalement une suite qu'on a construite progressivement. Et c'est là qu'est arrivé le côté stratégique. On s'est aperçu que tout business avait besoin de se transformer. Donc, on était 3-4 ans après le démarrage, donc vers le début des années 2010. Et à ce moment-là, on voyait tous les business qui, sous la pression de la transformation digitale, mais pas seulement, avaient besoin de bouger, de se transformer. Or, quand on transforme un business, on transforme la façon dont les gens travaillent. Et c'est là où la RH se retrouve en première ligne pour exécuter finalement la transformation des entreprises. Et les RH avaient besoin d'outils pour ça. Et c'est là qu'on a aidé à la fois les managers et les équipes RH à mieux connaître leurs collaborateurs grâce aux outils de Talentsoft, à mieux les former, à mieux les rémunérer aussi, au travers des salary reviews,
savoir recruter les bons profils, savoir approcher les bons profils en amont d'un process de recrutement aussi. Donc, on commençait à voir poindre la notion de Candidate Relationship Management. Hein, et tout ça, on l'a couvert avec notre suite. Et c'est là qu'on est devenu stratégique. Couvert, moi, je savais pas que le premier cas d'usage que vous avez couvert, c'était la notion de Bon, c'est vrai que l'entretien annuel, c'est un moment clé hein, dans l'année pour un salarié. C'est le moment où on fait le bilan, où on se projette, où il y a des choses qu'on se dit et qu'il faut collecter et savoir utiliser. Je savais pas que c'était ce premier point. Vous aviez une vision produit à ce moment-là, à 2-3 ans, avec toute une série de cas d'usage, ou finalement vous l'avez fait évoluer très naturellement avec ce que vous voyez de vos clients, des besoins. Comment vous collectiez, comment vous gériez cette vision produit, j'imagine, évolutive? En fait, en toute humilité, on peut dire qu'on a découvert pas mal de choses en avançant. Hein. Donc la vision de départ, elle était... Alors il faut aussi que je parle des aspects cloud également, parce que c'était quelque chose qui a pris naissance à ce moment-là. Mais si on parle uniquement des aspects métiers, des aspects fonctionnels, notre premier but, c'était de mieux outiller les équipes RH. Ouais. Donc on était plutôt, comme je disais tout à l'heure, sur l'efficience des process, mais très vite on est arrivé sur d'autres domaines qui étaient juste aider les boîtes à se transformer. Voilà. Mais c'est arrivé progressivement. On n'a pas découvert ça le premier jour. Hein. On l'a découvert en marchant. Et c'est là où on a appris très tôt à bien dialoguer avec notre écosystème, c'est-à-dire avec les clients, avec les partenaires, avec les analystes, pour construire justement notre vision. Mais en toute humilité, la vision, on l'a construite au fur et à mesure. Hein. On n'a pas tout planifié en 2007 et on s'est dit, voilà, en 2020, c'est comme ça que ça va se passer. Non, pas du tout. Et on a eu, je pense, ça a été une de nos qualités, vraiment. Hein. C'était cette capacité à écouter le marché, les collaborateurs, les partenaires, les clients, les analystes en permanence et à prendre ce qui, on pensait à l'époque, était bon pour nous et pour les clients. Et c'est là qu'on a créé la valeur, en fait. Voilà. Et on a fait plein d'impasses. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on démarre, on a des choix. Il faut faire des choix. Et je pense qu'on est allé assez vite sur les bons choix qui nous ont permis ensuite de compléter. Alors ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect qui était vraiment clé, je pense, à l'époque, c'était que... Alors ça, c'était une de... Disons... venant de mon passé dans des éditeurs, pour travailler avec des éditeurs logiciels, c'est que je voyais le gâchis que l'on générait finalement à dire, on vous installe une version d'un logiciel, on vous l'installe chez vous, on vous fait toutes les adaptations que vous voulez, et puis dans 3 ans, quand vous avez besoin de nouvelles choses, on se retrouve en concurrence avec nos anciens compétiteurs, parce qu'on n'a pas su faire évoluer l'offre chez les clients en temps et en heure. Et on est bloqué par ce système d'installation et de personnalisation chez les clients. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça dans ma vie précédente. Et on s'est rendu compte qu'avec le modèle cloud et le modèle SaaS, tout ça disparaissait. On n'avait que les avantages, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer notre solution en permanence, et à ce que les clients ils aient en permanence la bonne version avec les bonnes fonctionnalités. Et au cours du temps... Ça, c'est un choix que vous faites dès 2007-2008. Ah, c'est un choix fondateur, quoi. Oui, alors, est-ce qu'on a fait exprès ? Quasiment, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, on a dit, c'est une bonne idée. On va la prendre, cette idée. Et en fait, il s'est avéré que c'était un modèle que, en fait, tous les éditeurs SaaS avaient adopté. Enfin, d'abord les grands qui nous ont précédés et qu'on a un petit peu copié. On s'est inspiré de Salesforce, par exemple. Mais on a vu qu'ensuite, tous ceux qui avaient du succès dans les années qui ont suivi, c'est ceux qui avaient pris ce modèle-là. D'accord. Et donc, on l'a jamais quitté, ce modèle. Ça a été dur, hein. C'est-à-dire que il y a eu des moments où, face à des clients, il fallait leur dire non, cette fonctionnalité, désolé, on va pas la faire parce qu'elle est un peu exotique et on ne voit pas comment on va la propager chez d'autres clients.
Donc, et ça, je disais qu'il y avait plein de bons aspects dans le SaaS. Il y a quelques aspects difficiles qui sont, par exemple, de ne pas avoir vocation à couvrir 100% des besoins des clients. On va couvrir 90%, voilà. On va beaucoup permettre le paramétrage, mais on n'a pas vocation à couvrir 100%. Et donc, il y a ce petit espace. Alors, si on a le temps, d'ailleurs, j'y reviendrai parce que c'est un de mes sujets favoris. Et c'était ce passage difficile avec les clients qui était de dire, bon, voilà, ça, on va le faire, mais ça, on va pas le faire. Et c'est difficile de résister à cette pression. Mais quand on y résiste, on finit par avoir une offre qui est totalement générique, qui permet aux clients de picorer en fait les fonctionnalités dont ils ont besoin et d'aller très très vite parce que le ratio de maintenance et de nouvelles fonctionnalités est totalement inversé par rapport au modèle on-premise. Le modèle on-premise, une équipe va passer 80% de son temps à faire de la maintenance et 20% à faire des nouvelles fonctionnalités. Dans le SaaS, c'est l'inverse. 80% de nouvelles fonctionnalités, 20% de maintenance, pédagogie, réparation, évolution douce, etc. Voilà. Vous êtes resté sur ce ratio-là de valeur dans le temps. Oui. Alors après, ça c'est les premières années. Quand on a, comme aujourd'hui, 200 personnes dans l'équipe produit, 2000 clients, évidemment, bouger les choses, c'est moins facile. Et on a d'autres problématiques. Mais en tout cas, pour revenir au sujet sur lequel je voulais m'engouffrer, c'est que quand on arrive à ce niveau de maturité avec le nombre de clients, le nombre de développeurs et un écosystème autour de nous, on est amené à faire de notre produit en fait une plateforme. Et ce que j'entends personnellement par le mot plateforme, c'est le fait d'ouvrir notre produit pour que d'autres puissent venir y ajouter des fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'on répond aux variations que vont demander les clients, mais qu'on ne veut pas faire nous-mêmes. On laisse des partenaires de niche venir ajouter ces fameuses fonctionnalités que nous, on ne veut pas faire. Voilà. Et des clients les ont ajoutées eux-mêmes et les ont offerts à la communauté de vos clients, du coup. Enfin, les ont laissés en open source par rapport. Alors, on n'est pas dans une logique open source là, en l'occurrence. On pourrait d'ailleurs, c'est une des réflexions qu'on a. Mais en l'occurrence, on peut le faire même sans open source, c'est-à-dire qu'on va laisser des points d'entrée et de sortie dans notre produit pour que des partenaires puissent venir s'y connecter. Alors, je donne un exemple. On ne fait pas, dans le module recrutement, on ne fait pas de vidéo interview. Bon. Mais il y a des partenaires qui font ça très bien. Et dans ce cas-là, on laisse ce partenaire venir accrocher sa fonctionnalité de vidéo interview de manière fluide pour que les recruteurs puissent lancer des vidéos interview depuis la plateforme Talentsoft et que les candidats puissent s'y connecter également et faire leur parcours en vidéo. Et du coup, ça c'est un choix d'architecture logicielle basé sur l'ouverture des API. Ça a un impact extrêmement fort sur l'architecture. C'est plus que des API, c'est aussi laisser conceptuellement la place dans le logiciel pour des blocs venant d'ailleurs et qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, on maîtrise pour autant l'expérience utilisateur, la sécurité, la séquence d'authentification par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va garder. Ouais. Et pour autant, on laisse l'ouverture à des partenaires. On a un autre exemple, c'est dans notre page d'accueil, qu'on appelle Mon Talentsoft. On va laisser des tiers, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ajouter ce qu'on appelle des widgets. Pour faire très simple, l'image que je prends souvent, c'est un petit rectangle dans la page, un portlet, si vous voulez, qui permet à un partenaire de venir ajouter de la fonctionnalité. Alors, en tout petit, c'est un petit carré, un petit rectangle qui ne prend pas beaucoup de place, mais l'utilisateur peut étendre ce rectangle et en pleine page et ensuite faire toute une séquence dans un cas d'usage qui n'appartient pas à Talentsoft. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est légiférer sur la façon dont le partenaire va venir ajouter sa fonctionnalité, tout en gardant, nous, notre intégrité d'éditeur SaaS. On continue à mettre en place des nouvelles versions toutes les semaines, on ajoute des fonctionnalités, on gère la sécurité, etc. Voilà. C'est ça que j'appelle la notion de plateforme.
Et ce choix-là, il est fait également très tôt, du coup. Non, on y est venu plus tard. On y est venu plus vers 2015. Ah ouais, donc en 2015... il a fallu réarchitecturer quelques trucs. Il y a eu 2-3 chantiers. Oui, il y a eu quelques chantiers. Voilà. Mais ça a été la réponse à plusieurs choses. D'abord, à l'ouverture à notre écosystème, à faire passer à d'autres la responsabilité de faire ce que nous-mêmes, on ne voulait pas faire. Et puis, d'amener de l'innovation à une vitesse bien supérieure à ce qu'on aurait pu faire tout seul. Parce que l'innovation, nous, on n'en a pas le monopole. Il y a plein d'autres qui en font. Ça vibre de partout, en fait, l'écosystème RH. Et donc, l'idée, c'était que toute cette innovation, on puisse l'embarquer dans notre plateforme sous forme de partenariat. Ça a été aussi un des grands avantages de cette notion de plateforme. Voilà. Ok. Là, on est passé, tu vois, de 2007-2008 à 2015. On a fait un gros saut dans le temps. Peut-être pour l'aventure Talentsoft, c'est une petite quinzaine d'années. Est-ce que peut-être pour que les auditeurs peut-être une vision un peu chronologique. J'imagine il y a eu des grandes étapes, des grands pas à la fois dans l'organisation et dans ton rôle. Est-ce que tu peux en distinguer 2, 3, 4, 5 Oui, alors en fait. On peut même dire qu'au début de Talentsoft, l'organisation, la structure de la société, les enjeux, ils bougeaient tous les 3 à 6 mois, plusieurs fois par an. Mais ouais, en simplifiant un peu, qu'est-ce qu'on peut dire le début, c'est un peu comme toute start-up. On est 3. Dans un garage, dans un bureau, voilà, dans un bureau partagé. On a du papier, des écrans et on commence à dessiner le futur. Et puis, il faut tout faire soi-même. Donc, moi, j'ai un peu plus de 40 ans. Je me remets à coder un peu. J'installe les serveurs. Je passe les contrats avec les fournisseurs d'hébergement parce que on commençait, même si ça s'appelait pas cloud à l'époque, il y avait quand même cette idée d'héberger notre appli online pour que tout le monde puisse s'y connecter par Internet. Donc tout ça, je remets, comme on dit, les mains dans le cambouis. Et puis mes associés aussi. Et puis rapidement, on fait un tour de table Business Angel. Là, donc on commence à avoir des moyens aussi pour faire un peu pour se faire accompagner, et notamment au niveau développement, parce qu'il fallait vite monter une équipe. Donc ça, c'est la première étape. C'est l'étape homme à tout faire. Homme à tout faire, exactement. Et il faut tout faire soi-même, y compris rédiger les contrats, les SLA, mettre en place tout. Et c'était ça mon rôle de CTO à l'époque. Voilà. Et il faut créer le produit, évidemment, qui était ce qui nous a le plus occupé. Enfin, en tout cas, moi, dans mon rôle, c'était une des choses qui m'a le plus occupé. Avant le premier tour de table, vous partez avec des économies, vous avez rien du tout. Enfin, vous partez, vous avez combien de temps pour c'est quoi votre course contre la montre Alors, c'est quelques mois. C'est 6 mois. Voilà. Moi, je pars avec une capacité, une autonomie de 4 à 5 mois, personnellement. Donc, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Surtout quand on a plus de 40 ans, je me répète, mais j'ai des enfants, je suis marié, j'ai un emprunt pour un appartement, donc c'est risqué. C'est risqué, ce truc. Mais donc, il faut vraiment avoir la foi. Et puis, moi, ce qui m'animait à l'époque, c'était est-ce que je suis capable, moi, avec une petite équipe, avec des associés, de créer une boîte à partir de rien. Voilà, c'est une feuille de papier, un crayon. C'est ça qui me fascinait. Et j'avais envie de savoir si j'étais capable de faire ça. Donc c'est marrant parce que ça n'avait rien à voir avec la RH, en fait, ma motivation. Ouais. Mais c'était un mélange entre cette fascination pour les gens qui arrivent à créer quelque chose à partir de rien, cette capacité à valoriser mes expériences passées. Je me dis, je sais faire des choses, mais est-ce que je sais faire ça ? Voilà. Et donc, j'ai plongé dans la piscine d'eau froide. Et c'est seulement après que j'ai su si j'étais capable de nager ou pas. Voilà. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a un peu de ça. Ouais, 4-5 mois, c'est pas grand-chose. Ouais. Donc, du coup, dès le départ, vous savez que votre objectif, c'est développer un MVP et aller chercher ce qui va vous permettre
de lever des fonds pour avoir un an et demi de visibilité. Exactement. C'est d'abord ce qu'on appelle friends money. C'est les gens qu'on connaît, qui sont capables de prendre quelques petits risques à côté de nous. Et puis rapidement, en additionnant cela plus les premiers clients, plus un embryon de produit qui peut commencer à convaincre des gens qu'on va considérer comme des alliés, c'est à partir de là qu'on peut faire la première levée de fonds. Et là aussi, je rappelle le contexte, en 2008, date de la première levée de fonds, c'est pas l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. Il y a très peu de compagnies early stage. Pour lever des fonds, il faut être très convaincant. C'est la loterie. On ne sait pas sur qui on tombe parce qu'il y a peu d'offres de VC. Voilà, aujourd'hui, on a levé 1 million au début, un tout petit peu moins. Bon, aujourd'hui, des petits jeunes avec très peu d'expérience, une belle idée et une envie chevillée au corps, ils lèvent 3-4 millions pour démarrer tout de suite. Et je ne parle même pas des tours supplémentaires. Donc, il faut se rappeler de ça. C'était pas du tout évident. Le early stage, il y a 12-13 ans, il y avait moins de, moins de business angels, moins de... Oui. Ouais. Et du coup, vous levez 1 million. Oui, c'est ça. On lève 1 million et c'est ça qui nous permet de démarrer. On fait des recrutements supplémentaires, on monte une équipe commerciale et là, c'est allé très, très, très vite à partir de là. Parce qu'il y avait le marché et on est arrivé au bon moment. On est arrivé avec une offre SaaS qui permettait aux DRH, à l'époque, de ne pas avoir nécessairement à passer par leur équipe informatique, puisque à l'époque, le DRH était le dernier servi par les équipes informatiques. Et donc, on était dans le cloud très tôt, donc avec un effet d'échelle extrêmement rapidement. On pouvait paraître gros alors qu'on ne l'était pas. Et on pouvait héberger en France, on pouvait héberger en Hollande, en Allemagne, en Angleterre. On a commencé à mettre un peu de data center partout avec Azure. Voilà, donc c'était un peu la conquête de l'Ouest. Moi, j'ai cette image quand même dans la tête. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on est allé très très vite. On a signé énormément de clients rapidement. Ouais. Donc avec toutes les pressions qu'on peut imaginer de la course à la fonctionnalité aussi. À ce moment-là, il fallait couvrir très très vite une suite très large de modules RH. C'est là qu'on a commencé à faire de la formation, du recrutement. Et on a aussi eu beaucoup de chance, je pense, dans les premiers recrutements qu'on a faits. Les premiers membres des équipes. Mais oui, je pense qu'on a eu à la fois du flair et de la chance. On a recruté des gens qui ont juste fait exploser le business avec nous. Et je pense que sans eux, on n'y serait pas arrivé, quoi. Voilà. Des gens qui sont encore là, qui vous accompagnent encore ? Beaucoup sont encore là, oui. Beaucoup sont encore là. Le premier développeur que j'ai recruté est encore là. C'est un des architectes les plus les plus sachants, je dirais, les plus experts de l'équipe maintenant. On peut donner son nom, lui faire un petit coucou. Alors c'est Michael, oui, on peut lui faire un petit coucou à Michael, okay. qui est encore là avec nous. Et moi j'avais eu toujours cette idée que pendant mon parcours précédent, si je repérais quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler et qui me paraissait le bon compagnon de route pour monter une boîte, voilà, je faisais une petite note dans ma tête et je me dis, voilà, celui-ci ou celle-ci, faudra que je la recontacte ou que je le recontacte. Les premiers recrutements, c'est comme ça que t'as... c'est comme ça que j'ai repéré les premières personnes que l'on a embarquées, en tout cas dans l'équipe technique, parce qu'après, on a recruté aussi des commerciaux, on a recruté des chefs de projet, voilà, parce qu'il y avait vraiment besoin dans tous les départements de compétences et de talents. Donc voilà. le recrutement sur les alors vas-y, on fait un petit pont sur le côté recrutement, onboarding et recrutement, oui, tout à fait. Ouais. Parce que du coup vous avez une solution RH, donc du coup on peut se demander êtes-vous des cordonniers bien chaussés? Alors, pour tout te dire, oui, on utilise Talentsoft chez Talentsoft. Oui. Ok. Et du coup sur la première année. Si je comprends bien, la stratégie de recrutement, c'est dérisquer tes
te dérisquer d'un mauvais recrutement en utilisant ton réseau. Alors oui, d'abord, on n'a pas les moyens de faire autrement quand on démarre, donc on s'appuie sur le réseau et on s'appuie sur les gens qui sont assez fous pour venir, parce que en gros, il faut se remettre dans les chaussures à cette époque, c'est que on dit aux gens qui en contact, voilà, on va conquérir le monde, etc. Et ils arrivent, on est 3 et on a 3 PC et on a un client. Hein, donc il faut oser quand même venir. Donc il faut des gens assez fous pour tenter l'aventure. Ça c'est la première chose. Et qui ont cette niaque aussi, cette envie voilà, de bouffer le marché et d'avancer très très vite. Et puis d'inventer les choses aussi au fur et à mesure. C'est très déstructuré, hein, une entreprise comme ça au début. Puisqu'il faut tout faire soi-même. Chaque fois que quelqu'un dit j'ai besoin de ça, on lui dit vas-y, fais-le. Mais ne t'attends pas à ce que autour de toi quelqu'un vienne le faire ou peut-être t'aider à réfléchir, mais tu te retrousses les manches et tu y vas. En fait, c'est ça le début. Et donc il faut des gens qui aient ce profil-là. Et c'est vrai que 10 ans après, ce genre de profil parfois peut se retrouver, disons un peu ne plus retrouver son ambiance et sa motivation au bout de 10 ans. Parce qu'au bout de 10 ans, les choses ont tellement changé. On parlait des différentes étapes, je vais y revenir, mais on en a perdu quelques-uns qui regrettaient un peu cette atmosphère du début et qui changent au cours du temps. Parce qu'on a besoin de managers, on a besoin, on gère pas 1000 clients comme on en gère 2. Et donc, quand on a une idée, on peut pas la mettre en place tout de suite. Il y a un peu d'inertie. Voilà, il y a un peu d'inertie. C'est plus compliqué. Même si l'exécution c'est toujours quelque chose d'important, la vitesse aussi, mais c'est pas la même vitesse quand on est 3 personnes et quand on est 500. Voilà. Et du coup, ça a été. Donc au fil du temps, vous n'avez pas targeté les mêmes personnes à recruter. Pas du tout. Les process ont peut-être évolué. Exactement. Ça a été quelque chose de conscient. Ou c'était quelque chose de... Oui, alors conscient, oui. Parfois un peu subi aussi, parce qu'on le découvre en avançant. Hein. Mais clairement, donc il y avait cette étape du début où tout le monde doit faire tout soi-même quasiment, et où il y a une espèce d'équipe un peu famille, où on réfléchit beaucoup ensemble, on discute beaucoup ensemble, mais ensuite il faut des gens qui exécutent eux-mêmes presque. Ensuite, il y a une phase où moi je l'associe un peu au moment où l'équipe produit faisait aller entre, disons, 20 à 30 personnes. Là, il y a un changement, déjà dans l'équipe produit, parce qu'il faut un peu plus structurer. Il faut un peu de management intermédiaire aussi. Donc c'est là où on commence à avoir des tech leads et à un petit peu spécialiser les rôles entre architecte, UX, QA, développement, test. Voilà. Et en même temps, le reste de la boîte se structure aussi. Après, je dirais... puis il y a des phases aussi où on fait des acquisitions, on fait des levées de fonds pour faire des acquisitions. Mais ça, c'est encore autre chose. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et puis ensuite, il y a des étapes où... Là, la structuration va aller jusqu'à définir des rôles produits et des rôles techniques. Voilà. On voit dans beaucoup d'entreprises maintenant ces spécialisations parmi les membres de l'équipe. Hein. Il y a des PO et il y a des architectes, des développeurs. Mais c'est rare qu'on fasse les deux à la fois. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a connu aussi. Et dans les étapes de recrutement, cette fois-ci, parce qu'il fallait recruter très très vite. Hein. Il y a des années, on a recruté... en quelques mois, 100 personnes. Donc il fallait une machine à recruter. Où là, on a commencé à être multicanal. On avait des cabinets de recrutement, on avait des sites web, on avait des job boards, on avait le CRM. Voilà. Et puis, il y a énormément d'entreprises spécialisées sur le marché là-dessus. Hein. Il y a du coding game pour... faire des tests en ligne, il y a du talent.io, il y a du Welcome to the Jungle, il y a plein d'entreprises qui permettent d'ajouter des canaux et c'est comme ça qu'on arrive à accumuler suffisamment de candidats pour vraiment compléter nos équipes. Voilà. Et après, il y a tout le travail de fidélisation
Donc le travail sur l'onboarding, on peut le dire maintenant, mais nos premiers onboarding étaient catastrophiques. Hein. Les gens arrivaient à l'accueil et on se dit ah oui, il y a quelqu'un de nouveau, ben voilà, on va s'occuper de toi maintenant, mais rien n'était prévu. Même pas le matériel, même pas le processus de formation, rien du tout. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant on a quelque chose qui tient la route. Ça fonctionne comment maintenant l'onboarding ? L'équipe RH a toute une branche de son activité là-dessus, avec les managers qui sont très très impliqués. On a tout un parcours avec des formations, etc. On a des rencontres. On a des explications sur ce qu'est l'entreprise, etc. Mais je le sais, disons par différentes discussions que j'ai avec les équipes, qu'on peut encore s'améliorer dans ce domaine. Il y a encore quelques petits trous dans la raquette, même au bout de 14 ans. Quoi. Oui, et puis l'année passée, avec la Covid, l'onboarding a été un petit peu... Ah oui, on a fait des recrutements entièrement digitaux, comme tout le monde. On était bien forcés de le faire. Et où on a recruté des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Voilà. Puis après, on a varié les plaisirs. On a aussi recruté des gens qui n'étaient pas proches de nos locaux, donc qui sont à distance et avec qui il faut travailler la relation de proximité, les allées et venues pour qu'on les rencontre de temps en temps physiquement quand même, et garder le lien quand ils sont à distance. Voilà. Donc ça, évidemment, avec le Covid, ça s'est démultiplié, ça s'est accéléré. Mais déjà, on avait cette notion que pour recruter des talents, il ne faut pas recruter que à Boulogne et à Nantes ou en Roumanie. Il faut recruter aussi sur d'autres sites que les nôtres. Voilà, ça c'est aussi un enjeu. Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis plusieurs années, du coup ? Ah oui, depuis plusieurs années, oui. C'était bien avant le Covid qu'on avait commencé ce processus. Donc il y avait un ADN avec une grosse part de remote déjà il y a quelques années. Grosse, je dirais pas, mais présente, oui. Présente. Et que c'était un moyen d'attirer les gens aussi, de leur laisser la possibilité d'habiter là où ils ont envie. Voilà. Et on a vu d'ailleurs aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que plus on avait de bureaux, plus on voyait les gens demander des mutations près des bureaux que l'on avait. Voilà. Donc, j'ai une petite question, parce que nous on s'est rencontrés à une époque où tu faisais encore passer les entretiens de recrutement. Ah oui, alors ça c'était tout au début. Oui. Donc c'était il y a une petite dizaine d'années, voire un peu plus, je sais plus. C'est à quel moment qu'il y a cette bascule où tu rencontres plus tout le monde ? Alors c'est quand on a le luxe d'avoir une équipe RH déjà, et ensuite des managers qui ont cette fibre. Donc à qui on peut déléguer les rencontres avec les candidats. Moment très important, puisque c'est à double sens. On va qualifier des candidats, mais les candidats, ils nous qualifient aussi. Et donc il faut savoir expliquer ce qui est attirant chez Talentsoft, sachant que le manager que le candidat voit, le ou la manager, c'est le visage de Talentsoft. Et donc c'est très important, ce moment-là est très important, puisqu'il va déterminer l'impression que le candidat va avoir de l'entreprise. Voilà. Et quand on commence à avoir ce genre de manager dans les équipes, là on peut commencer à déléguer, oui. Ça, c'est... Et sinon, avant ça, on est un petit peu forcé, en tant que fondateur, d'avoir ce rôle. Parce que c'est les fondateurs qui incarnent la boîte avant que l'on puisse avoir suffisamment de personnes dans l'équipe qui prennent ce rôle d'incarnation, justement. Voilà. Donc ça se passe, ce tournant-là, vous le prenez vers quoi ? Tu le prends vers 2012, 2013 ? Oui, c'est ça, à partir de 4-5 ans, quand on a fait des levées, ouais. Et qu'on a un management intermédiaire dans l'équipe. C'est à partir de ce moment-là que ça se déclenche. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'on passe d'autres étapes importantes, puisque on a fait, c'était je crois 2011 la première acquisition, où on fait une levée pour acquérir une société. Et à partir de là, il vient d'autres événements qui vont chambouler finalement la nature de la boîte. C'est d'accueillir d'un coup toute une série de personnes qui ne sont pas des personnes qu'on a recrutées nous-mêmes. Et pourtant, elles sont là. Il faut commencer à mixer les cultures, mixer les produits. C'est là, par exemple, que
Moi, je pense que rétrospectivement, une chose que l'on aurait pu mieux faire chez Talentsoft, que on a pris le parti assez tard, c'est que quand on fait des acquisitions, quand on veut grandir vite, on arrive forcément à une étape où le produit n'est plus un espèce d'ensemble homogène. Le produit, c'est un patchwork à un moment. Et ça a des tas de conséquences architecturales. Il faut accepter qu'un produit, ce soit un assemblage de choses qu'on n'ait pas développées nous-mêmes. Et donc, il faut travailler sur l'intégration, travailler sur les baselines communes, sur les socles, par exemple, partagés. Et ça, on aurait pu démarrer plus tôt chez Talentsoft, je pense. C'était quelles acquisitions à l'époque? Alors, la première acquisition, c'était Airflex, fin 2011, début 2012, qui nous a amené un vrai module recrutement. On en avait un chez Talentsoft qu'on a vite éteint et qu'on a remplacé par celui d'Airflex. On faisait quoi, 50 personnes peut-être à l'époque. Airflex faisait 40 personnes, donc on a doublé de taille du jour au lendemain. Ça veut dire tout, hein. Ça veut dire changer de locaux, ça veut dire prendre conscience qu'il faut travailler sur sa culture pour qu'elle se dissolve pas malgré nous. Donc qu'on garde un petit peu le contrôle de la culture qu'on veut pour la société. Donc ça fait partie de ton rôle en fait à ce moment-là. Ça fait partie de mon rôle, tout à fait. Ça porte sur tes épaules et celles de tes associés. Exactement. Côté direction technique et direction produit, qu'est-ce que tu as fait toi pour que justement cette culture... Alors la première chose, c'est de l'écrire pour pouvoir la diffuser. D'ailleurs, elle est derrière toi, enfin on le voit pas. Ah, attends, je vais me retourner. On fait des petites choses comme ça que l'on met dans les couloirs, par exemple. Chaque fois qu'on a une occasion de rassembler tout le monde, on commence par rappeler quelle est la culture. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le montrer par l'exemple. Donc, nous les premiers, les fondateurs, on a cette responsabilité, mais très vite, l'équipe de management ou les managers intermédiaires ont aussi cette responsabilité et ils sont aussi jugés là-dessus. Sont-ils capables de montrer par l'exemple les valeurs et la culture de l'entreprise? Voilà. Des choses très simples, hein, comme on a le droit de faire des erreurs. Voilà. Mais on a l'obligation de le dire et de corriger et d'apprendre de ses erreurs. Ça, c'est un élément de culture de Talentsoft, par exemple. Pourquoi ? Parce que dès lors que on sait qu'on a le droit de faire des erreurs, on va prendre des initiatives. Ça crée de la valeur. Voilà. C'est ce genre de choses, en fait. Donc, c'est pas non plus rocket science, hein, la culture. C'est des choses assez basiques, hein, quand même. Mais le côté compliqué, c'est de bien le véhiculer et de le garder. Ça, c'est difficile. Voilà. Et tu te dis, on aurait peut-être pu mieux le faire. J'ai toujours eu l'impression que chez Talentsoft, justement, vous aviez plutôt une bonne capacité. Moi, j'ai une bonne capacité à fidéliser au niveau salarié. J'ai pas trop vu de turnover. À l'époque, Airflex, vous avez eu des départs suite où justement ça fonctionnait. Ça, pour le coup, le mix avec Airflex, c'est très bien fait. On a gardé quasiment tout le monde. Non, on a eu des périodes d'attrition aussi plus tard, hein, à des changements importants de la société. On n'a pas été les meilleurs élèves de la classe là-dessus. Mais je pense que la culture, on a réussi à peu près à la garder et à la perpétuer. Non, c'était plus sur l'aspect, je pense, architecture produit où on aurait pu plus rapidement prendre conscience de cet élément stratégique qui est... dans la vie, il n'y a pas un produit, il y a des produits. Et il faut savoir les faire causer de manière la plus harmonieuse possible. Ça, je pense qu'on aurait pu démarrer plus tôt. Voilà. Et plus on grandit, et plus le côté socle commun, morceau commun, prend de la place dans le patrimoine logiciel. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et finalement, les features, elles deviennent un peu plus... Comment dire, elles rentrent, elles sortent, mais ce qui coûte cher et ce qui apporte de la valeur, c'est la capacité plutôt à intégrer rapidement. Ce qui veut dire que quand on fait une acquisition, une nouvelle société avec une nouvelle offre, on peut rapidement la ramener dans le patrimoine. C'est ça, en fait, qui est un élément clé. Et je pense que c'est une leçon à retenir quand on veut grandir vite et que peut-être on aurait pu prendre plus vite chez Talentsoft.
Mais voilà, au niveau culture, ça a été très vite, ça a été très bien. Et alors, comme il y en a eu plusieurs, des acquisitions... Oui, la première, on a fait... on n'a pas pris tous les challenges d'un coup. C'est-à-dire que la première acquisition, Airflex, nos bureaux étaient à Boulogne, Airflex était à Boulogne. Donc il n'y a pas eu trop de complexité multisite encore à ce moment-là. Mais ensuite, on a fait des acquisitions à l'international. Donc pareil, on a appris à gérer le multisite. Mais ça s'apprend. Hein. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de travailler avec des gens qui sont un étage plus haut ou plus bas, voire sur le même plateau, quand il s'agit de travailler avec des gens qui sont en Hollande, en Roumanie ou dans d'autres villes en France, il faut apprendre tout ça. C'est un bon apprentissage d'ailleurs. Tu dis ça s'apprend, ça veut dire qu'il y a eu des petits gadins, des petites difficultés du coup. Oui, parce que d'oublier de parler aux bonnes personnes quand on prend une décision, par exemple. Oublier de communiquer la décision. Oublier de communiquer, par exemple, oui, ou se rendre compte que il faut accepter. Ça paraît naturel après la pandémie, mais en 2015 ou 2010, c'était pas si évident de monter une conf vidéo et de se voir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on se demande comment on a fait avant. C'est comme le lave-vaisselle. Hein. On se demande comment on faisait avant d'en avoir. Voilà. Là, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Et aussi accepter le fait que les gens ne soient pas à côté de soi. D'où le fait de recruter, par exemple, dans d'autres villes que là où on a des bureaux. Ça, c'est un élément de culture. Ça s'apprend. Et on l'a appris au travers des acquisitions. C'est le lâcher-prise qui s'apprend aussi. C'est un lâcher-prise, exactement, c'est le mot juste. C'est un lâcher-prise. Et il y en a d'autres, hein. Je vais en parler si on a le temps, mais dans mon rôle en particulier, par exemple. Parce que là, c'est des phases qu'on passe où on fait grandir la société et où la société a besoin de structure au fur et à mesure qu'elle grandit. Parce que sinon, ça coûte trop cher d'être dans la même organisation qu'une start-up. Ça coûte trop cher. On peut plus se permettre. C'est un luxe qu'on peut pas se permettre. Parce qu'il faut continuer d'aller vite. Donc, on apprend à se structurer, on recrute de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences managériales. Donc, plus seniors, plus on avance et plus on recrute des seniors. Avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, par exemple, sur les rôles respectifs des collaborateurs qui sont là depuis 5 à 10 ans, et à qui on doit dire « T'as super bien bossé, merci beaucoup, mais on va mettre un manager au-dessus de toi. » Et il faut expliquer ça. Ça, c'est pas facile. Ah oui, c'est super dur ça, effectivement. Parce que, les gens, ils ont des ambitions et on peut les comprendre, mais c'est notre responsabilité aussi de dire « Non, pour le pas qu'on va franchir, on parle pas de maintenant. Oui, maintenant, c'est super, le job que tu fais, vraiment, on adore. Mais pour là où on veut aller, il faut des compétences managériales ou des expériences. Il faut des gens qui aient déjà fait. Et désolé, mais c'est pas toi. Voilà. Et ça, c'est pas facile à faire. Mais c'est aussi comme ça qu'on a construit les étapes d'après où on a pu, en tant que fondateur, déléguer en fait beaucoup de responsabilités à une équipe non plus managériale cette fois-ci, mais une équipe de direction. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Est-ce que tu peux préciser la différence du coup c'est de confier les rênes, y compris la stratégie de l'entreprise, y compris le management de l'ensemble des équipes, à des personnes qui ne sont plus les fondateurs. C'est-à-dire les fondateurs ne décident plus de tout. C'est un lâcher-prise aussi. Ouais, un sacré lâcher-prise, du coup. Et ce tournant-là, il se passe quand ? Alors, pour moi, c'était, que je dise pas de bêtises, ça devait être 2018. Donc à partir de 2018. C'était assez récent, mais c'était en même temps la préparation dont ce qu'on savait pas à l'époque, mais la préparation de ce qui permet aujourd'hui de rejoindre Cegid, par exemple. Voilà. C'est le fait que les fondateurs, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, la boîte peut continuer. Et nous, c'était notre but. C'était pas d'arrêter Talentsoft quand nous, on arrête de travailler, ou qu'on arrête, ou qu'on va faire autre chose. C'était que la marque, que l'équipe, que le produit reste malgré l'éventuelle absence des fondateurs. Et ça se prépare.
Et justement, ça se prépare en construisant une équipe de direction. En fait, c'est le comité de direction de Talentsoft qu'on a construit. Et alors, du coup, à ce moment-là, toi, ton rôle devient quoi, en fait, après ce tournant? Une fois que l'équipe de direction est en place et qu'il y a un sacré lâcher-prise, oui. C'est quoi ton quotidien? Il y a plein de choses à dire. D'abord, il faut recruter les bonnes personnes qui vont reprendre tes propres équipes. Donc, tu recrutes en fait ton remplaçant quelque part. Ouais. Donc déjà, c'est un acte important, de confiance, etc. Et donc, nous, on a Geoffrey qui est arrivé en 2018. Ou 2019, je ne sais plus. Il faudra que c'était il y a en gros. On va se faire fact-checker, 2 ans. Voilà, faut que je check. Mais ça passe tellement vite que je sais même plus. Donc ça, c'est le premier acte. Ensuite, et alors il y a quelque chose de bizarre et c'est, je dirais, pour pas mal de directeurs qu'on a recrutés, de directrices, c'est que il faut expliquer que maintenant qu'ils ou elles sont là, il faut prendre un peu d'émancipation par rapport aux fondateurs. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous, mais faut pas croire que c'est évident pour les personnes qui arrivent. Parce qu'il y a une espèce de, comment dire ça, de respect ou de croyance que parce qu'il y a les fondateurs, alors ça y est, il faut qu'ils décident de tout. Ben non, justement, le but c'est que les personnes qui arrivent prennent en main et construisent leur propre légitimité et prennent leurs propres décisions. Voilà. Et donc là, il y a aussi un pas à franchir. Il a pris plus d'1 an et demi, je pense, ce pas-là, rien que celui-ci. Mm-hmm. Et où tout le monde s'est fait coacher, attention, nous, les fondateurs, les directeurs, tout le monde, pour justement arriver à cette étape. Et c'est à partir de là qu'on a dit, ça y est, voilà, l'équipe de direction, elle fonctionne en fait. Et on voit la différence entre une équipe qui balbutie, qui se cherche, etc. Et vous êtes tous fait coacher par même équipe de par coach le même groupe. ou... Oui, par le même. C'est un coach de groupe. C'est un travail de groupe, je dirais. D'accord. Ok, oui, c'était pas coach personnel pour justement le lâcher prise. C'était plutôt pour le bon fonctionnement de l'équipe. Exactement. C'est du fonctionnement. C'est là que se trouve la valeur. C'est que l'équipe fonctionne bien. Et à partir de là, on se dit tiens, ça y est, on peut prendre un peu de recul. Alors, il y a le côté deuil. Donc ça, moi, je l'ai vécu en tant que fondateur. C'est passer la main et de faire très, très attention surtout de ne pas reprendre un petit fil ou deux parce que ça ruine tout le dispositif, quoi. Donc, il fallait être très, très prudent là-dessus. Bon, il y a eu des hauts, des bas, mais je pense que là, maintenant, ça fonctionne à la perfection. Ça fonctionne très, très bien. Donc, il y a eu cet aspect-là sur le plan perso. Et puis après, tout d'un coup, on voit que ça dégage du temps pour faire plein d'autres choses. Et c'est là où je dirais, moi je pense être un CTO assez atypique, c'est que j'ai pas suivi l'espèce de cursus classique développeur lead tech ou PO ou directeur ou d'ingénierie. Non, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis en tant que fondateur, on s'est dit le plus légitime pour être CTO, c'est moi. Ok, j'y vais. Et puis j'ai reconstruit finalement toute la filière un petit peu en marchant. Et je me retrouve aujourd'hui dans un rôle je m'appelle CTO, mais au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas vraiment un travail de CTO. J'aide les équipes à l'international parce que les liens avec le siège, c'est pas toujours évident. Je sponsorise des offres. Je sponsorise des clients. Ça veut dire quoi, je sponsorise des offres et des clients? J'aide, en gros, mon rôle, je le vois comme à mettre de l'huile dans les rouages, de donner quelques idées et d'aider les équipes à fonctionner, en fait. Mm-hmm. Mais jamais en tant que manager, toujours en tant que aide, contributeur, sparring partner. Ça, c'est un rôle que je joue beaucoup. Mais en laissant les équipes prendre des décisions. C'est la ligne de crête, elle est là. Le choix, tu le prends plus aujourd'hui? Le choix, je ne le prends plus. Maintenant, la réalité, c'est que tant que je continue à apporter de la valeur, évidemment, je vais participer à ces choix. Des fois, je vais même un peu les influencer, parce que comme j'arrive à dégager du temps, à être davantage avec les clients, les prospects, les équipes, je peux voir des choses que les gens qui ont le nez dans le guidon ne vont pas voir. Après, ils prennent pas, ils prennent leurs responsabilités.
Et des fois j'ai tort, des fois j'ai raison. Attention, c'est pas que j'amène un truc et ça y est, c'est la voie à suivre. Non, faut être beaucoup plus prudent que ça. Faut donner les idées, mais après c'est les équipes qui prennent les décisions de prendre ou ne pas prendre. Voilà. Donc c'est ça mon rôle maintenant. Donc du coup cette étape-là de lâcher prise et d'avoir l'équipe de direction qui fonctionne, elle est cochée, et ça nous amène peut-être à cette actualité brûlante. Oui, exactement. Parce qu'à préparer le rapprochement avec Cegid, dont tu peux peut-être nous parler. C'est exactement ça. Donc la nouvelle, alors c'est encore un projet, puisque ce n'est pas définitivement signé. Disons que ça suit son cours, mais formellement, il faut l'approbation d'un certain nombre d'instances avant que ça se fasse. Bon, je pense que ça sera fait avant la fin de l'année, mais il y a de bonnes chances, je dirais, que ça se fasse. Voilà. Mais donc c'est un projet, il faut travailler sur ce projet pour qu'il aboutisse. Et puis construire aussi la suite. Notre ambition, ça a été toujours de perpétuer la marque et le produit. Et l'opportunité avec Cegid, elle nous est donnée ici. C'est que justement, on va construire le numéro 1 français du SaaS probablement. Enfin, il faudra qu'on regarde les chiffres et les analyses à ce moment-là, mais je pense qu'on ne doit pas être loin du premier éditeur SaaS en France et probablement un des plus gros acteurs RH en Europe. Donc ça nous donne une assise, une pérennité qui est exactement ce qu'on recherchait pour les années qui viennent. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis après, il y a des tas d'opportunités, je dirais business, puisqu'on va pouvoir proposer aux clients de Cegid une offre HCM et une offre paye. HCM, c'est Human Capital Management. Donc en gros, c'est le regroupement de ce qu'on appelle le socle RH ou le corps RH et toute la suite talent comme ce qui permet de mieux connaître le collaborateur, mieux connaître les candidats, mieux les former, mieux les mobiliser dans l'entreprise, mieux les payer, etc. Voilà, c'est un peu ça le périmètre de Talentsoft. Donc on va ajouter à cela l'offre paye de Cegid, en tout cas en France et dans les pays latins. Je connais pas très très bien Cegid et leur offre. Ça se superpose pas les... Non, justement. Alors ça, c'est la bonne chose. C'est que le cœur de métier, en tout cas dans la partie RH, parce que Cegid a d'autres offres dans d'autres domaines que la RH. Mais si on parle que de la RH, l'offre essentielle, c'est la paye. Donc c'est très complémentaire avec ce qu'on fait par rapport à Talentsoft. Il y a une offre talent qui a été rachetée il y a quelques années par Cegid, mais qui n'a pas percé, et qu'on va, au cours du temps, justement, superposer. Enfin, on va voir comment progressivement on devient finalement l'offre principale talent de l'entreprise Cegid. On verra bien en temps et en heure comment on fait ça. Et tu disais que tu parlais de pérenniser la marque. Dans les discussions que vous avez, la marque au sens... le mot Talentsoft perdure dans le temps, du coup Alors ça, c'est en discussion, mais il y a de grandes chances que ça soit le cas, exactement. C'est une marque très forte. C'est une marque forte, ouais. Oui, c'est une marque très forte, ouais. Et puis, il y a les opportunités internationales aussi. On avait commencé avec Talentsoft, on est très présent en Europe continentale, enfin en tout cas Europe du Nord, donc les pays nordiques, l'Allemagne et les pays germanophones, le Benelux. Ça, c'est des régions que l'on va finalement apporter à Cegid. Et Cegid apporte toute sa présence dans l'Europe du Sud, en Amérique du Sud également, et au Canada, où on est également présent. Donc il y a une super complémentarité géographique. C'était ce que vous cherchiez ? Enfin, c'était autant de cases à cocher, peut-être pas. Mais c'est... Oui, alors l'ambition, elle était là, mais on est content qu'il y ait autant de cases à cocher. Oui, ça, c'est top. Parce que c'est pas toujours le cas quand on fait des rapprochements. Et là, une des raisons qui nous a attirés dans ce rapprochement, c'est justement cette complémentarité. Parce qu'elle est à la fois géographique, elle est également au niveau produit. Voilà. Et puis, on espère aussi au niveau de la culture et des compétences, on va faire le mix qu'il faut pour justement réussir cette acquisition. Et je pense que ça va être un de mes rôles, justement.
d'aider à la réussite de cette intégration. Donc toi, ouais, l'objectif, intégrer à la fois les équipes et à la fois et mettre de l'huile dans les rouages, également au niveau produit, au niveau intégration du produit dans le web. Oui, puisque il y aura du travail pour faire une offre, ce que moi j'appelle wall-to-wall en RH, c'est-à-dire qui va de la paye jusqu'au talent et tous les aspects du talent justement. Ça c'est ça la vision. Il y a beaucoup de DRH qui veulent une offre intégrée. Donc là, on va être en mesure de le faire, en tout cas pour certaines régions du monde. Après, évidemment, il faudra compléter pour les autres régions. Mais on est en mesure de le faire. De manière presque historique, là, pour Talentsoft, il y a cette opportunité qui va se présenter, exactement. Et il y aura du travail pour intégrer les produits. Alors, avec cet aspect plateforme qu'on a anticipé, peut-être que les choses vont être un peu moins compliquées que par le passé, mais il n'en reste pas moins qu'il y aura un peu de travail. Ouais. Ok. Et ils ont la même culture multisite, Cégide, du coup. Oui. Ouais. Oui. Ils ont beaucoup fait d'acquisitions en laissant justement les gens souvent dans les lieux où ils étaient. Donc, et puis de toute façon, c'est l'avenir. Toutes les sociétés sont comme ça maintenant. Il faut accepter et savoir gérer ce côté multisite, multilieu, et savoir de manière virtuelle continuer à travailler ensemble. Ça, c'est important. Et petite question, enfin voilà, c'est par curiosité. Dans le premier épisode de CTOs, j'ai accueilli Nicolas Klein qui a été fondateur de Mon Docteur et qui a vendu à Doctolib, mais pour le coup, il y avait des overlaps en termes de produits. Et du coup, il y a une partie du soft à l'époque qui a été Béné, si ce n'est la totalité. Est-ce que c'est bon, là pour le coup, il y a zéro overlap, mais vous auriez pu faire un rapprochement avec une société avec laquelle il y aurait eu beaucoup d'overlap et Béné une grosse partie du produit. Non, c'était une des conditions. On s'est toujours dit ça entre Alex, Jean-Stéphane et moi-même, de jamais faire ça. Et on a toujours cherché les complémentarités. On a eu des offres par le passé. On a toujours voulu privilégier la pérennité. C'est comme un. Il y a un côté un peu familial. Il y a un côté. C'est un bébé. C'est un côté bébé, quoi. Donc, on veut pas que ce bébé disparaisse. Donc, on veut qu'il continue à grandir. Et l'image que j'en ai, ça a été un bébé, un enfant et un grand adolescent qui commence à rentrer dans l'âge adulte. Voilà. Et donc, là, c'est maintenant la suite de la vie d'adulte du produit et de l'entreprise qu'on veut voir. Et donc, on tenait à cette suite. Et c'est comme ça qu'on a fait nos choix aussi de candidats possibles, de partenariats pour la suite de Talentsoft. Ah, oui. Ok. Bon, tu disais que les dernières étapes, tu avais dégagé du temps. Quand on s'est appelé il y a quelques semaines, on a évoqué aussi le temps que tu pouvais prendre ou que tu prenais sur des activités en dehors de Talentsoft, mais dans l'IT. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui. C'est un truc qui me tient à cœur, effectivement. Alors, à l'origine, je m'étais dit, ça serait quand même sympa de restituer à d'autres l'expérience que j'ai pu acquérir grâce à des aides qu'on m'a données. Donc, allez, je vais aider d'autres à développer leur boîte. Donc, c'était ça l'idée au départ. Et puis, en fait, j'y ai pris plaisir. Et maintenant, j'en fais une partie. Je consacre une partie de mon temps. Alors, à plusieurs égards, ça peut être juste, de l'accompagnement parce qu'on me demande des conseils. Et finalement, j'ai maintenant un petit réseau, de sociétés qui veulent en savoir un peu plus, qui se posent des questions à des moments stratégiques et avec qui je discute, mais c'est très informel, jusqu'à une activité en fait d'investisseurs, alors business angel et de board member également. J'ai même eu quelques opportunités comme ça que j'ai prises, et c'est en fait passionnant parce que c'est comme ça que je m'aperçois de l'expérience que j'ai acquise et que je ne savais pas que je savais. Voilà. Parce que je retrouve des patterns, je retrouve des dilemmes qu'on a eus, nous, dans notre parcours. Des stades de développement, avec des questions qu'on se pose. Exactement. Et c'est là où je me rends compte aussi
que parfois, sans trop le savoir, on a franchi des caps où on a eu des comportements qui ont été bénéfiques pour la suite de Talentsoft. Et, par exemple, l'entente entre les fondateurs, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et ça, je ne le savais pas au départ. Je me disais, c'est naturel, on vit notre vie ensemble, là, on passe notre temps ensemble, donc c'est normal qu'on s'entende. Non, c'est pas du tout normal qu'on s'entende. En fait, ça se construit, ça s'entretient, et c'est un des facteurs clés de succès d'une entreprise. Voilà. C'est un des trucs, par exemple, dont je me suis aperçu sur le tard. Et ça, c'est des genres de choses... Vous avez mis combien de temps à vous dire banco avec tes associés? Quelques jours. Ah ouais, c'était super rapide. Vous vous connaissiez d'avant. Il y avait un lien, disons, via Jean-Stéphane. Chacun avait un lien indirect. Je ne connaissais pas Alex, que j'ai découvert, mais je connaissais Jean-Stéphane. Oui. Vous avez pas fait des petits ateliers ensemble pour savoir si vous étiez alignés sur les objectifs de durée, sur les objectifs de vie, c'est quelque chose que tu ferais maintenant, a posteriori. Oui, je pense que je ferai a posteriori. Alors, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de secret sauce, comme on dit, pour trouver les bons partenaires. Néanmoins, ça reste une étape essentielle. C'est d'avoir les bons partenaires. C'est pour 10 ou 15 ans. Hein. Et oui, exactement. Et non, nous on l'a fait de manière beaucoup plus d'improvisation, mais avec une chance et un fit juste incroyable. Oui, donc ça. Vous aviez fait un pacte d'associés quand même à l'époque ou... Alors, vous l'avez fait sur le tard? On l'a fait sur le tard avec les levées de fonds. Ah, c'est les investisseurs qui, eux, ont pensé... Ils ont une bonne idée pour nous, oui, exactement. Ah, c'est rigolo. Non, c'est une pratique commune de faire un pacte d'actionnaires, mais c'est quelque chose que l'on a fait sur le tard, oui. Ok. Et bien nous en a pris, c'était une bonne idée en fait. C'était bien, ok. Et comme ça, les sociétés que tu accompagnes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est indiscret de demander c'est lesquelles ou si alors c'est quand même, j'ai quand même une appétence pour le domaine du logiciel. Moi, c'est quand même mon domaine de prédilection. SaaS si possible. Donc il faut que ce soit quand même dans la tech. Pas forcément dans les ressources humaines. D'ailleurs, j'accompagne plein de boîtes qui n'y sont pas. Parce qu'il y a aussi une façon de m'aérer. Donc ça, c'est pas mal. Mais oui, il faut qu'il y ait de la tech. Et j'aime bien cette idée de sujet ou d'offres qui soient suffisamment larges, génériques, pour être tout de suite internationalisables, par exemple. C'est un des domaines que j'aime bien, ça. Donc, qui n'ait pas trop d'ancrage dans un marché local. Un marché local ou un côté réglementaire qui fait qu'on ne peut pas bouger de son territoire ou ce genre de choses. Quand c'est applicable en dehors des frontières, j'adore. Dans un cadre associatif ou c'est des sociétés qui te contactent? Non, c'est plutôt des sociétés qui me contactent ou des clubs dans lesquels je suis amené à découvrir des candidats pour ce genre de choses. Ou parfois, c'est des gens qui me contactent en direct sur LinkedIn et qui me disent j'aimerais un conseil ou fais attention là. Oui. Alors j'ai une capacité limitée, donc de toute façon il faudra que je fasse attention, mais c'est quelque chose que j'aime bien en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a on peut donner quelques noms de sociétés que tu accompagnes ou c'est... Oui, j'accompagne par exemple une société qui s'appelle Geolid, qui est pas du tout dans la RH, puisqu'ils sont dans le marketing de proximité. J'accompagne également une société qui s'appelle Itexcare, qui est dans l'IoT, c'est dans la santé et dans les objets connectés. Donc c'est justement avec une actualité, je dirais, brûlante, puisque quand on fait un thermomètre connecté et qu'on a il y a beaucoup d'opportunités dans les hôpitaux, en ville, etc. Donc ça, c'est un bon business aussi. J'ai accompagné, même si je le suis un petit peu de loin, une société qui s'appelle Snapshift également. Ça fait quoi ça, Snapshift? C'est dans la RH et c'est une société qui travaille pour toutes les sociétés, tous les clients qui ont du personnel avec de grandes amplitudes horaires. Donc boulangerie, restauration, hôtel, pharmacie, club, comment on appelle ça, des parcs d'attractions et ce genre de choses. Voilà. Et mais je suis plus au comité stratégique, donc je peux en parler librement maintenant.
Et il y a une autre petite société qui s'appelle Je Pilote et qui fait un logiciel de comptabilité, donc rien à voir. D'accord. Pour TPE, PME, mais qui est SaaS. Donc voilà, ça m'intéresse parce que c'est un logiciel SaaS et qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Ok. Et dans 2, 3 ans, 4 ans, tu te revois relancer quelque chose, continuer cette activité Je pense que je resterai dans l'accompagnement de jeunes entreprises ou d'entreprises un peu plus grosses, peut-être des scale-up. Certaines qui seront devenues scale-up, j'espère. Okay. Oui, je resterai dans cette branche-là, je pense. En plus de mes activités, je dirais, pour l'instant, mon univers, c'est quand même celui de Talentsoft et Cegid. C'est celui que je privilégie en tant qu'activité principale quand même. Oui, voilà. On le comprend bien. Voilà. Il y a encore des enjeux. Voilà. Encore deux, trois petites questions. T'as parlé de coaching tout à l'heure. Moi, quand je vois en 15 ans, t'es passé d'homme à tout faire, grosso modo, travailler sur des levées de fonds, construire une équipe de direction. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton rôle de direction technique où tu t'es dit mince, mais en fait là j'ai jamais fait ça et je sais pas comment faire et j'ai besoin d'être aidé là. Ah oui, il y a eu plein de moments comme ça. Il y a eu aussi des moments d'essais ratés, parce qu'on a essayé plein de trucs. Hein. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je me souviens notamment, il y avait une mode à un moment, je crois que c'était il y a 4-5 ans par là, il y avait une mode lancée par Spotify, qui était une forme d'organisation d'équipe très décentralisée, très autonome. Et il y a des membres de l'équipe qui ont regardé ça, qui disaient il y a des choses intéressantes quand même là-dedans, il faudrait qu'on regarde. Et on a essayé cette organisation. Donc une espèce d'émanation de l'agile, mais pas que. Hein, mais avec, à mon sens, rétrospectivement, beaucoup trop d'autonomie donnée aux équipes. Et chez nous, ça n'a pas pris. En fait, ça a perdu tout le monde. Et donc on a essayé ça pendant quelques mois, puis vite on est revenu en arrière parce que plus personne ne savait dans quelle direction allait le bateau. Et donc on n'arrivait plus à donner ce sens de l'objectif commun. On n'était pas prêt peut-être, ou on n'avait pas les équipes qu'il fallait, je ne sais pas, mais en tout cas, on a rebroussé chemin et on a remis de la structure, on a remis de l'orientation globale aux équipes, avec des patrons de programme, des architectes qui donnaient le là, en fait. Et tout le monde s'est senti beaucoup mieux dans une organisation comme celle-ci. Donc voilà, ça m'a marqué, c'était une des choses qu'on a essayé, mais qui, au final, n'a pas pris. Voilà. Il y a d'autres choses, j'imagine, hein, mais des essais ratés, je pense après, il y a eu plein de choses, mais qui vraiment étaient liées par exemple, à des recrutements ratés. Où on se dit, tiens, on va essayer, je sais pas, de mettre des coachs agiles. Et puis, on n'a pas les bons profils qui correspondent à notre culture, par exemple. Et donc, ça a été un échec, mais qu'on a rattrapé après. On l'a fait d'une autre manière. Et ça a marché. On a appris de nos erreurs. Voilà. Mais je pense que des erreurs de recrutement, on en fait tous. Hein, et chez Talentsoft, on en a fait aussi. Et des erreurs de choix techniques, tu as parlé des très bons choix techniques que vous avez fait, le SaaS, l'architecture du logiciel pour laisser la place à des tiers, l'ouverture d'API, tout ça. Est-ce qu'il y a des choix techniques où vous dites, tu te dis a posteriori, Non, on n'a pas eu trop d'accidents industriels comme ça. Ça a été, au contraire, je dirais que on a fait des choix tôt qui ont été vraiment payants et avec à la fois un peu de flair mais un peu de chance aussi. Très tôt, on a conçu un logiciel qui s'adaptait bien au cloud et aux plateformes SaaS en général, capable d'absorber du trafic de plein de clients différents, ce qu'on appelle le fameux multi-tenant notamment, par exemple. Ça, on a réussi à le faire dès le départ. Alors,
Il y a eu évidemment des petits problèmes techniques, hein, des mélanges entre clients, par exemple. Alors maintenant, on peut en parler, mais heureusement, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu appelles un mélange entre clients? Quand on est sur une plateforme multi-tenant, on a un client qui est servi pendant quelques millisecondes, puis un autre les quelques millisecondes d'après. Des fois, si on fait pas gaffe à bien nettoyer le cache ou des choses comme ça, on peut se retrouver avec des données qui, normalement, n'ont pas lieu d'être ici. Voilà. Heureusement, ça se voit vite et on corrige, hein, je rassure. Et c'était il y a très, très, très longtemps, donc il y a prescription. Je rassure les clients d'aujourd'hui, où ça, c'est très bien maîtrisé maintenant. Mais ça arrive, voilà. C'est le genre de petites choses qui peut arriver quand on fait du SaaS. Voilà. Il faut être très prudent sur les architectures techniques. Mais sinon, je dirais que on a ce qui arrive quand on a une offre qui a duré 15 ans, c'est qu'il y a de la dette. Et on a beau faire tous les efforts qu'on veut, à un moment, la dette, elle est là. Et il faut s'en occuper petit bout par petit bout. Il ne faut jamais essayer de renverser la table, hein, dans ces cas-là. C'est extrêmement risqué. Mais il faut savoir consacrer du temps chaque semaine, chaque mois, à travailler sur les problèmes de dette. Et nous, on a de la dette, comme tout le monde, mais on en a, voilà, et il faut s'en occuper. Ça aussi, c'est quelque chose parce que tu me disais tout à l'heure, on reste sur un 80% évolution, 20% maintenance, ça veut dire une dette technique qui est quand même bien maîtrisée depuis longtemps. Oui, maintenant la réalité, c'est qu'après, il y a des choses, le mot dette technique peut s'appliquer à des choses qui rentreraient dans la maintenance. Mais il y a des fois, c'est carrément une restructuration profonde qu'on peut considérer comme un ajout fonctionnel. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on a traité cette dette et qu'on a refacto une partie importante de la structure du logiciel. Donc c'est difficile de dire, de mettre dans maintenance. C'est presque une catégorie à part, je dirais, la dette. Je ne qualifierais pas de maintenance. C'est encore autre chose. Et c'est ce qui sert justement à préparer le futur. On a dû aborder des grosses questions de dette quand on est passé à un modèle plateforme. Il y avait plein de choses à revoir. Voilà. Mais au bout du bout, il y a une fonctionnalité qui s'appelle pouvoir faire rentrer des partenaires dans la plateforme. Et rien que ça ouvre tellement de possibilités que voilà, c'est rentable de le faire. Mais je considère qu'une grosse partie du travail a été de la dette à traiter. Ok. Joël, est-ce que il y a une question ou deux que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Alors, non, je crois qu'on a vraiment abordé plein de choses. Il y a des sujets un petit peu aussi, comment dire ça, qui trottent dans la tête pendant un temps et qui, je pense, un jour vont émerger. Mais il y en a un qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, mais qui n'est pas encore vraiment structuré, formalisé, et qui, à mon sens, devrait émerger dans les années qui viennent. Je le vois sous l'aspect de Talentsoft, qui est la gestion des données personnelles, hein, puisque dans l'ARH, on gère les données personnelles d'employés et de candidats. Je le vois au travers de mes propres usages personnels. Et ce sujet-là, alors moi je l'appelle la reprise de contrôle sur mes données. Voilà. Je pense qu'un jour, il va émerger, dans un sens vraiment très global, un besoin, et il y aura des solutions à un moment, je pense, sur le marché, pour dire, voilà, mes données m'appartiennent dans tous les compartiments du jeu, que ce soit vis-à-vis de mon employeur, ou qui est le sujet que moi je connais, parce que, voilà, via Talentsoft, mais il y a celui de la santé. Mes données de santé m'appartiennent. Mes données de consommation, quand je vais faire des achats en ligne, quand je joue, voilà, quand mes données vont participer à un calibrage d'un algorithme d'IA. Et ma vision personnelle, c'est que je pense qu'un jour, je reprendrai possession. Quand je dis je dis tout citoyen, c'est pas que moi, ouais, évidemment, mais, que tout citoyen reprendra possession de ces données. Et moi, ça, c'est un domaine si je devais recréer quelque chose, je pense que je recréerais dans ce domaine-là. C'est aider les citoyens à reprendre possession de leurs données, quitte à ce qu'ensuite, une fois qu'elles en ont la possession, elles disent, je sais pas moi, elles disent à Google, oui, tu peux
historiser tous les parcours Google Maps que je fais. Je veux bien. Mais j'en retire quelque chose. Et pas seulement le fait d'utiliser Google Maps. Donc choisi, quoi. C'est parce que, je sais pas, je vais en dire peut-être quelques centimes, je dis n'importe quoi, mais s'il y a un gros ajout de valeur un jour dans la chaîne de valeur globale de celui qui utilise les données, et ben peut-être que moi je vais profiter d'une partie de cette chaîne de valeur. Les données de santé, voilà, j'imagine bien que anonymisé, il y ait une sorte d'intérêt collectif à mettre en commun tout ça. Ok, je veux bien. Mais peut-être que si c'est à des fins commerciales, il faudrait que j'ai une petite part du gâteau. Voilà. Parce que c'est mes données à moi. Je ne suis pas qu'un produit. Je ne suis pas qu'un produit. Voilà, ça pourrait être ça la conclusion. Si je consomme, je conçois bien que les sites marchands aient besoin de mes données, mais peut-être que j'ai envie de les revendre, ou peut-être que j'ai envie d'être sélectif. Voilà. Je pense que dans toute cette sphère, il va y avoir un moment où on pourra reprendre le contrôle de nos propres données et que ça aura une valeur et que ça pourra être commercialisé et qu'il y aura un marché pour ces données. Voilà. Et notamment avec l'IA, je pense que c'est irréversible. Donc là, s'il y a une petite start-up qui t'entend et qui est sur ce sujet, elle peut te faire un petit message sur LinkedIn. Par exemple, c'est un sujet qui t'intéressera. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse. Ok. Moi, ça m'amène peut-être une dernière question. C'est, tu as parlé de la data, le contrôle de la data et algorithme d'IA. Si on l'associe à recrutement, c'est vrai qu'on le voit apparaître, hein, le côté tiens, j'ai un CV, tiens, il y a une offre, et puis des petits algos d'IA qui disent en fait, tu matches à 95-96%. Ça t'inspire quoi, toi? Moi, j'ai mon idée, mais oui, toi... alors, c'est un vaste sujet. Alors, évidemment, on y est, hein, puisqu'on a ce genre de fonctionnalités dans notre produit. Moi, j'essaie un petit peu de compartimenter quand même les choses, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle au sens très large du terme, en fait, l'algorithmie basée sur des données, si on peut ramener ça à des trucs un peu plus concrets, ça a tout son sens dans la RH. Mais il faut se rappeler que la RH, c'est un domaine que je qualifierais de mou par rapport à des sciences dures. D'accord ? Mou par rapport à dur, pas mou voilà, au sens général. Et pourquoi j'appelle ça une science molle ? C'est une science humaine. Et donc, se limiter, penser que l'on va modéliser entièrement et automatiser des processus humains, vraiment de choix humains, avec des algorithmes, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un complément uniquement et pas plus. Et on peut, avec l'aide de l'interprétation du langage naturel, des algorithmes de machine learning, des algorithmes de matching, apporter une valeur inestimable aux recruteurs et aux candidats et aux employés aussi, parce qu'il n'y a pas que les offres d'emploi, hein. Il y a les formations, il y a les jobs en interne, enfin, il y a plein de raisons de faire du matching et de faire des moments de valeur ajoutée pour l'employé et pour le candidat. Donc ça, pour moi, c'est une aide, mais rien de plus qu'une aide. La décision, les choix restent des choix humains. A contrario, il y a d'autres disciplines où, alors paradoxalement, il y a beaucoup plus de data et où il y a, disons, des algorithmes beaucoup plus techniques qui permettent, je pense, d'aller très loin avec les mêmes technologies. Je pense à la santé et l'imagerie, des domaines où, finalement, disons, le côté technique, peut-être même mathématique, modélisation mathématique est plus avancé et permet d'être beaucoup plus pertinent dans les réponses qu'on va apporter avec l'IA en général. Voilà, c'est que mon opinion et je la partage. Eh ben merci Joël, c'était moi en tous les cas ma dernière question. Merci beaucoup Pierre. Merci d'avoir participé et puis plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure qui continue. Merci beaucoup. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.